les moments les pires à gérer, c'est la nuit. Je couche mon fils, il y a cette espèce d'angoisse qui tenaille le ventre. Est-ce qu'on n'est pas trop en avance sur son emploi d'écolier? On se dit, oh là là, j'ai délaissé un peu la maison, le ménage, et ça fait pas beaucoup de sommeil au final. Je sais plus à quel sein me vouer, je sais plus à qui il faut croire, la science, en mes capacités, à la chance. Je me pose beaucoup de questions sans réponse. Ces réponses, je les ai dans les médias, peut-être je les ai aujourd'hui, mais demain on dira le contraire. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle rencontre de la TV, la Web TV du groupe Vive. Un sujet, bien entendu, dont on parle beaucoup ces jours-ci et dont l'équipe de la TV a considéré qu'il fallait en parler, certes, mais en parler peut-être avec un ton et une façon différente de ce qu'on peut voir très rapidement sur les médias pour faire un point. Je ne sais pas s'il faut dire plus objectif, mais en tout cas peut-être apporter quelques repères à des gens, comme on vient de le voir, qui sont perdus. Vous avez vu des témoignages d'une enquête de Françaises et de Français que nous avons faite et qui va vous être diffusée tout à l'heure. Ce sont 2 extraits qu'on a voulu parce qu'on sent bien à travers ce témoignage la perte de sens, la perte de repères, et on va essayer avec les invités qui sont ici de retrouver en tout cas quelques éléments qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe. Donc des invités, je viens de le dire, Stéphanie Roger. Stéphanie Roger, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes administratrice du groupe Vive et vous êtes vice-présidente de la MGEN et vous suivez tout particulièrement ces questions de la santé mentale pour le groupe. On le verra tout à l'heure, donc votre éclairage sera très important. Xavier Briffaut, bonjour. Bonjour. Alors Xavier Briffaut, vous êtes chercheur en sociologie et épidémiologie de la santé mentale au CNRS. Puis vous avez plein d'autres fonctions, j'ai vu, vous êtes enseignant ou rattaché à Paris Descartes, je crois. Enfin, et vous menez surtout, et c'est ça qui est important, des études assez longues depuis longtemps sur ces questions de l'état de santé mentale des Français. Peut-être juste un petit mot, parce que quand j'ai préparé cette émission, on parle de sociologue et on parle d'épidémiologie. On n'a pas toujours l'habitude de rapprocher les 2 termes. Hein. On voit beaucoup de sociologues à la télé, on voit beaucoup d'épidémiologistes. Mais sociologue, épidémiologiste, si je puis dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'essaye de mobiliser les connaissances et les modèles des sciences sociales pour les appliquer à la santé publique, c'est-à-dire d'informer les résultats quantitatifs par les connaissances sociologiques et réciproquement, donc les 2 à la fois. Donc dans une situation comme celle-ci, vous devez avoir beaucoup de travail. Je pense que vous avez un corpus, comme on dit dans votre métier, absolument. Qui est assez large, donc ce sera intéressant de le partager. D'autres invités, bien sûr, vont intervenir pendant l'émission. Vous les découvrirez au fur et à mesure et ils auront l'occasion de parler. Mais vous pouvez également intervenir sur le fil de discussion qui vous a été proposé sur la TV, sur Vive Info. Et vous pouvez donc poser des questions. C'est le moment. Il y a des invités, il y a des reportages. Vous pourrez donc tout à fait en profiter. Et l'émission que vous voyez en direct sera rediffusée, bien entendu. Vous pourrez la voir et la partager avec vos collaborateurs, vos amis, en famille, comme vous voulez. Ça peut apporter des éléments de compréhension et d'intérêt pour tous ceux qui, en ce moment, sont au front, en quelque sorte, sur ces questions. Voilà. Moi, j'ai une première question à vous poser. On ne voit à la télé, depuis lundi, que des scènes formidables. On fait une émission sur la santé mentale et le fait que les Français ne vont pas bien. Et alors, depuis lundi, tout le monde s'embrasse, tout le monde se câline, tout le monde se cajole, on retrouve ses amis. Sous la pluie, on reste stoïque si des trompes d'eau s'abattent sur vous pour pouvoir boire un café, manger un sandwich, etc., etc. Est-ce que ça veut dire que l'émission est décalée? Parce qu'on va parler de ce qui va mal quand même, la santé mentale des Français, et on a l'impression d'être au moment de la libération en 1945, une période que personne n'a connue autour de ces tables, mais malgré tout, c'est quand même impressionnant. Donc peut-être que l'émission ne sert plus à rien et que tout a repris, que tout va mieux. Au contraire, je pense que l'émission a tout son sens quand on voit les images de ces derniers jours. Il y a une envie impressionnante, et c'est normal de revenir à une vie avec plus de liberté, une envie de retrouver du lien social. Et toute la difficulté, ça va être de pouvoir accepter des frustrations encore, du virus qui circule, de la population qui n'est pas encore complètement vaccinée. Donc, au contraire, cette émission a tout son sens aujourd'hui parce qu'il faut qu'on puisse remettre un peu les choses en perspective et accompagner au mieux. Voilà, alors moi, comme je vais vous poser la même question que Xavier Briffaut, mais comme je suis très conditionné comme tout le monde, j'ai gardé mon masque pour le début de cette émission, mais je vais l'enlever en essayant de ne pas arracher mes lunettes. Voilà, je le pose sur le petit crochet qui est à ma gauche. Je le fais parce que, comme vous pourrez le voir, et vous êtes en train de le voir, on a la place.
on a tout désinfecté, tout va bien, et donc je ne risque rien. Par ailleurs, je suis vacciné, mais voilà, en principe, on est safe, comme on a été amené à le dire. Alors, même question, est-ce que vous avez l'impression qu'au fond, c'est derrière nous cette période de dépression collective et qu'on est au contraire dans l'euphorie collective? Il y a un aspect libération post-guerre, hein, puisque la guerre avait été annoncée le 17 mars 2020 par Emmanuel Macron, sauf qu'en 1945, la guerre était terminée pour de vrai. Et là, ça n'est pas fini, hein, ça n'est pas fini du tout, puisqu'effectivement, le virus continue à circuler, on va continuer à avoir des problématiques épidémiologiques, et puis on va surtout continuer à aggraver et à développer des problématiques de santé mentale individuelle et collective. Donc ce n'est qu'un début, d'une certaine manière. Très bien, donc on va explorer effectivement ces questions. Pour lancer ce débat, comme nous le faisons toujours, on est allé voir sur le terrain, si je puis dire, on a interviewé des gens qui sont aux premières loges, parce que comme cette dame et cet étudiant que nous avons vu, ils vivent la situation. Donc, je vous propose de regarder tout de suite quelques minutes de leurs interventions et de réagir à ce qu'ils nous disent. Moi, les moments les pires à gérer depuis que le Covid est arrivé, c'est la nuit. Je couche mon fils. Et il y a cette espèce d'angoisse qui tenaille le ventre. Est-ce qu'on n'est pas trop en avance sur son emploi d'écolier ou est-ce qu'on est au contraire, on est à la ramasse. Puis après, quand on s'occupe beaucoup du petit, on se dit oh là là, j'ai délaissé un peu la maison, le ménage, oh là là. Et ça fait pas beaucoup de sommeil au final. Comment je me sens à ce troisième confinement, je ressens quand même beaucoup plus de difficultés à nouer du lien. Il n'y a plus tout à fait la même spontanéité. Je sais pas, c'est comme si j'avais perdu quelque chose, quoi. Ça fait que j'appréhende parfois de faire une nouvelle rencontre, ou même avec mes amis, parce que je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir raconter, qu'est-ce que je vais pouvoir bien leur dire. Je ne suis pas dans des conditions trop compliquées, puisque j'ai une maison. J'ai un jardin. L'ennui pour nous, enfin je dis pour nous parce que c'est moi et ma femme, c'est que c'est les liens sociaux. On n'est pas éternel, on sait que c'est quand même nos dernières années qu'on vit. Et là, c'est des années qui sont vraiment qui sont précieuses, et puis là, qui ne sont pas des années normales, quoi. Je suis tombée enceinte en décembre 2019. C'est pas comme ça que j'imaginais ma première grossesse. Ma fille est née dans un monde où elle voit que des gens masqués. Ça me fait peur aussi parce que c'est avec les interactions, les sourires des gens qu'elle va se développer. Je suis un peu frustrée de cette période de ma vie que j'imaginais pas du tout comme ça. Les moments les plus difficiles à gérer pour moi sont vraiment les moments de gros rush au travail. C'est vrai que le fait de travailler depuis la maison fait qu'il y a la coupure avec la vie personnelle est bien plus difficile à faire. J'ai l'impression de faire que travailler et dormir, quoi. Et encore, même, je rêve de réunions. Et c'est pas très agréable. D'être assigné à résidence, c'est difficile, et puis privé de quand même une grande partie de vie sociale, et privé aussi de possibilités d'exposer. Je pense qu'on se résigne et quelque part on s'enferme de plus en plus dans cette espèce de vision du monde qui est, moi, à mon sens, un peu carcérale, où chacun reste dans sa cellule avec ses écrans, ses trucs, et puis l'extérieur devient une sorte de désert hostile, quoi. Sur le plan universitaire, on ne peut plus se rendre à la fac, tout se passe à distance. Personnellement, pour moi, c'est pas motivant, et puis ça me déscolarise. Et concernant mon job, je suis toujours en intérim. Et il y a des mois, c'est vraiment pas stable. Du coup, tu te retrouves à la fin avec une fiche de paye de 60 € pour le mois. Par rapport aux gens de ma génération, en tout cas, on a quand même vécu dans un truc un peu bisounours, quoi. La France, c'est quand même un pays, quand on a de quoi manger et se loger, etc., qu'on gagne sa vie, c'est quand même assez doux. Et maintenant, non, c'est un peu le boomerang, quoi. Toutes les prises de conscience par rapport à l'écologie, par rapport à un avenir où moi j'avais l'impression que je pouvais le repousser un peu, quoi. Je pouvais repousser un peu ces pensées sur l'avenir. Maintenant, c'est pas trop possible.
C'est quelques témoignages, bon, c'est pas un sondage bien entendu, mais c'est vraiment, on a l'impression, c'est ce qu'on entend un peu partout. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier Briffaut? Est-ce que ça rejoint ce que vous savez de manière plus explicite dans votre travail? Oui, absolument, et j'ai trouvé cette enquête qualitative absolument remarquable. Je la trouve très représentative de ce que vivent les gens. Le premier point important, c'est que personne ne parle du virus, là. C'est-à-dire que tout ce dont parlent les gens, c'est de l'impact des politiques sanitaires sur leur vie. Alors, en termes d'impact, on retrouve les éléments classiques qu'on voit dans les enquêtes quantitatives. Le sommeil, c'est la première chose qui est impactée quand il y a un stress, une angoisse. Et aujourd'hui, on a plus de 60% des gens qui ont des troubles du sommeil. On voit l'anxiété, la dépression, et dans l'enquête Coviprev de Santé publique France, on a plus de 30% de l'échantillon qui présente un score d'anxio-dépression qui est préoccupant. Ça ne qualifie pas pour un trouble dépressif, pour en parler, mais c'est le début. 30% de l'échantillon, ça fait 15 millions d'adultes. C'est gigantesque et c'est x3 par rapport à il y a 1 an et demi. On a des gens qui expriment des sentiments de vie gâchée, d'années perdues, y compris des personnes âgées dont ce sont les dernières années. Des étudiants qui expriment leurs préoccupations par rapport au fait qu'ils ne pourront plus se former. Ils vont avoir une perte de chance dans la vie qui va pouvoir se durer toute leur vie, puisqu'ils vont avoir une perte de niveau par rapport à ce qu'ils auraient pu attendre. On a des gens qui expriment des confusions entre la vie personnelle et la vie professionnelle en raison du télétravail dans lequel ils ont été jetés sans y avoir été préparés, sans souvent avoir les outils matériels, les logements, les locaux adéquats. Et ça crée beaucoup de problèmes. Des gens qui expriment des sentiments d'être enfermés dans une vie carcérale, le fait qu'il n'y a plus de vie sociale, le fait qu'ils perdent leur emploi, qu'ils ont une perte très importante de revenus. On a entendu 60 € par mois de revenus. Donc tout ça est très représentatif de ce qui se passe effectivement. Et qui malheureusement va sans doute avoir une latence très très longue parce que beaucoup de choses ont été cassées, qui a eu un impact sur la vie individuelle des gens et sur leur santé mentale personnelle, mais aussi et surtout il y a une dimension collective et je dirais des fondements de sécurité de la société qui a été effractée. C'est-à-dire quand Emmanuel Macron a décrété le confinement le 17 mars 2020, c'était une chose absolument impensable. Ça ne pouvait pas arriver dans une démocratie qu'on enferme comme ça d'un jour à l'autre 66 millions de personnes. Or, c'est arrivé. Et ça va devoir être réparé au niveau collectif. C'est réparable ? Je pense que ça va être compliqué quand même. Il y a une perte de confiance très importante dans la stabilité des modes de régulation de la société. Or, la stabilité des modes de régulation de la société, c'est ce comment nous rentrons en relation avec les autres, le fait que quand même, on suppose que la semaine prochaine, la société sera globalement la même que celle de la semaine d'avant. Tout ça, ce n'est plus vrai. Donc il y a un sentiment d'insécurité globale, d'instabilité, qui va être compliqué à réparer parce que c'est du collectif. Alors on avait, dans les dernières années, on a un peu glorifié la question de l'instabilité. On en a fait une valeur même. Le monde change. Il y a des mutations, rien n'est stable, c'est formidable, on n'est plus dans le vieux monde où on avait une vision sur 20-30 ans de son avenir, de sa carrière. On a l'impression qu'on redécouvre que finalement, ce vieux monde cet ancien monde dont il est question avec ses repères, il avait quand même sur la santé de chacun, la santé mentale de chacun, quelques avantages. Peut-être qu'on est en train de redécouvrir ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? On est en train de redécouvrir qu'effectivement, pour que la société ne soit pas ce que Hobbes en disait, c'est-à-dire une guerre de tous contre tous, il faut qu'il y ait un certain nombre de normes communes, de valeurs communes, de modalités d'interaction connues qui font que quand on croise quelqu'un dans la rue, on ne se demande pas si il va nous tuer, il faut le tuer. On sait que normalement, il faut juste le saluer. Et là, il y a des choses qui ont été vraiment cassées à un niveau fondamental de cette stabilité. Donc ça, c'est vraiment problématique. Stéphanie Roger, à votre tour. Alors, en plus, comme personne, déjà, bien entendu, et puis comme responsable d'un groupe mutualiste, ça doit vous frapper parce que, juste un petit aparté, mais quand nous avons commencé à la même époque, l'année dernière, des rencontres interrégionales avec des milliers de collaborateurs et d'élus du groupe, la première question qui sortait quand on a écouté à l'époque des centaines et des centaines de Français, les gens nous disaient « le mieux vivre, c'est d'abord le lien social entre nous, les amis, les copains, les collègues. » C'était avant la pandémie. Et puis, d'un seul coup, ce lien a disparu. Alors, comment vous voyez le monde, vous, de votre fenêtre ? Sur ce volet-là, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que avant cette épidémie, la santé mentale touchait déjà une personne sur 4.
au cours de sa vie, on peut être touché, avoir été touché, ou on sera touché par une pathologie en santé mentale. Donc ça, c'est quelque chose que les acteurs du groupe connaissent en tant que gestionnaire de l'offre de soins, en tant que mutuelle qui accompagnons des adhérents. La seule chose, c'est que là, du coup, c'est exacerbé et avec des causes et des conséquences qu'on ne mesure pas complètement. On le disait, on voyait dans le reportage la perte du lien social. En plus, on est des sociétés de personnes. Donc, on vit par le lien social et notre activité, c'est du lien social et l'accompagnement des adhérents, des patients, des résidents avec le collectif professionnel. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est tous les éléments qu'a évoqué Xavier, mais avec en plus des choses dont on n'a pas aujourd'hui, je pense, les impacts. On ne connaît pas les impacts parce qu'on va les vivre au fur et à mesure. Donc ça va être comment on va pouvoir s'adapter. Je vais prendre 2-3 exemples. On voyait les étudiants, on parlait des professionnels, des professionnels, quel que soit le métier. Moi, je pense aussi aux enfants de maternelle. Des enfants de maternelle, dans leur construction de personnalité, ça fait 9 mois qu'ils ne voient pas un sourire de leur enseignant. Imaginez dans la construction d'un enfant ce que ça peut faire. Ça va être des collectifs professionnels on a recruté des personnes qu'on n'a jamais vues. Ça va être aussi de comment on reconstruit ce lien social, comment on vit quand on est patient, qu'on a été en réanimation et transporté dans une autre ville qu'on ne connaît pas et on se réveille dans une ville qu'on ne connaît pas à 300 ou 400 km de chez soi. Comment on vit un travail de deuil. Aujourd'hui, on a plein de personnes qui ont vécu un deuil pendant cette période et qui n'ont pas pu avoir ces rituels, quelles que soient les habitudes familiales ou culturelles ou culturelles. Le travail de deuil n'a pas pu commencer de manière, c'est pas beau ce que je veux dire, classique. Donc, et ces impacts-là, c'est pas 15 jours, c'est pas 3 semaines, c'est potentiellement cet automne, cet hiver. Et si on met ça dans le sens dont on parlait de la vie en collectif, et de la projection dans une société, on arrivera sur une campagne présidentielle. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui va nous redonner le moral, mais en tout état de cause, on l'a vu aussi, tout le monde est touché. Vous l'avez dit, vous avez donné les chiffres. C'était déjà beaucoup de monde avant, vous nous l'avez dit, mais le fait même qu'on en parle donne l'impression que tout le monde, de près ou de loin, qui ne connaît pas autour de lui quelqu'un qui est, je dirais, touché ou on est touché personnellement. Mais pourtant, tout le monde n'est pas touché de la même manière. Hein. Tous n'en mourraient pas, voilà, mais malgré tout, tous ont eu à subir, avec des différences. On l'entend, âge, sexe, profession, l'endroit où on vit. Alors, est-ce que dans vos études, par exemple, est-ce que ça se retrouve? Est-ce que devant la maladie, devant le virus aussi, il y a des inégalités? C'est en Seine-Saint-Denis que les dégâts ont été les plus forts parce que c'est un département qui est touché aussi par la crise sociale. Donc, est-ce que dans vos études, on voit des différences dans la façon dont la santé mentale est impactée par cette crise? Oui, alors les différences, il y en a pour une part certaines qui sont classiques, c'est-à-dire qu'effectivement les problématiques de santé mentale et au-delà les troubles de santé mentale, les troubles psychiatriques touchent préférentiellement les personnes qui sont les plus socialement défavorisées, qui ont un manque de ressources. Alors ça peut être un manque de ressources financières, de ressources de logement, de ressources culturelles, de ressources cognitives, de ressources relationnelles. Et quand on a un cumul de tout ça, les prévalences de troubles mentaux grimpent en flèche. La dépression, classiquement, c'est 6% de la population qui fait un épisode dépressif chaque année, avant la crise Covid. Hein, donc ça fait à peu près 3 millions de personnes, dont 800 000 de dépression sévère. Dépression sévère, ça veut dire quelqu'un qui peut être hospitalisé et qui de toute façon ne fonctionne plus du tout. Donc il y a des grosses différences, il y a des grosses différences de genre, il y a des grosses différences de niveau social, socio-professionnel, de niveau financier, de lieu de vie, bien évidemment. Donc les gens qui avaient déjà des problématiques de santé mentale ont été plus durement impactés que les autres par la crise, mais la spécificité, c'est que ça touche des gens qui n'avaient pas de problématiques de santé mentale antérieurement. Très bien. Peut-être, avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder une petite vidéo qu'on a fabriquée hier, si mes informations sont bonnes, parce que, en même temps, voilà un sujet qui est apparu dans l'opinion comme jamais dans l'histoire, je pense, contemporaine, en tout cas, et sans doute encore moins avant. Donc voilà, je vous propose de regarder ces quelques images, qui n'ont pas valeur de sondage non plus, mais quand même, elles sont assez spectaculaires. On regarde.
ont été très gentils, notre équipe. Ils ont même terminé sur une citation de Xavier Briffaut. C'est très bien. Merci à vous. C'est très bien. Alors, donc on en parle beaucoup. Peut-être on va arrêter d'en parler dans quelques jours, parce qu'on ne parle que des terrasses des cafés, comme je le disais. Alors, qu'est-ce que vous pensez du statut de cette question dans l'opinion, l'une et l'autre? C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, c'est un peu paradoxal, mais cette question qui vous occupe beaucoup, vous étiez préoccupé par cette question, enfin intéressé et travaillant sur cette question avant cette crise, est-ce que finalement son apparition dans l'opinion publique, c'est presque une démocratisation de la question de la santé mentale? Est-ce que ça n'a pas aussi une forme d'avantage? Est-ce qu'on ne va pas pouvoir être plus clair sur cette question et donc agir mieux? Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphanie Roger? Alors, je pense qu'il va y avoir le fait de prendre conscience des choses, ça aide déjà à pouvoir avancer. Après, c'est comment ça va être pris en compte. C'est-à-dire que le rôle, je pense, du groupe Vive, et c'est l'intérêt de notre groupe, c'est de pouvoir avoir plein d'entités différentes et plein de métiers différents qui vont nous permettre de porter des positions et un positionnement politique. On risque de voir apparaître, et ça je pense qu'il faut être très attentif à ça, une flambée des startups qui vont faire le marché de la santé mentale. Si on arrive à une période où on va avoir le marché économique de la santé mentale avec des personnes qui vont voir ça comme un moyen de faire du business en proposant des consultations à tout va, je pense que c'est un vrai risque. Et notre groupe a ce rôle-là de pouvoir dire, attention, par la maîtrise de nos métiers, par la maîtrise de l'accompagnement, c'est peut-être de faire entendre une voix un peu différente, de dire oui à la santé mentale, mais attention à la manière dont on va pouvoir le prendre en compte, et d'avoir entre prise en charge, prévention et accompagnement. Alors, juste une petite remarque, je comprends bien, et d'ailleurs on les a vus, il n'y a pas une seule journée sans qu'on nous propose une nouvelle application de prise en charge sur des problématiques psychologiques, psychiatriques, il y en a tous les jours. Et en même temps, le groupe, c'est Entrepreneurs du mieux vivre. Donc il propose des solutions. Et j'imagine que face à une crise comme ça, on le verra dans la deuxième partie, on verra des solutions, des débuts de mise en œuvre en tout cas. C'est évidemment un défi aussi. Est-ce qu'il peut y avoir une réponse hors de ces applications, de ces geeks formidables qui font des business incroyables? Est-ce que le groupe va être capable de faire face? L'avantage du groupe sur ces solutions-là, c'est qu'on a des expertises métiers. C'est-à-dire qu'on a au sein du groupe des établissements qui gèrent de la santé mentale avec des professionnels de santé, on a un conseil scientifique. Donc on a une sécurisation scientifique et médicale de la santé mentale qui vont nous permettre de construire la bonne offre et de pouvoir être aussi acteur en tant que politique, là je parle en tant qu'élu national, de pouvoir porter ce regard-là, de dire attention, l'accompagnement c'est aussi une affaire de professionnels et soyons vigilants sur les fausses bonnes idées qu'on pourra avoir par ailleurs, et autant que ce soit le groupe qui le propose, parce qu'on a l'expertise métier pour le faire. Très bien, mais un peu la même question, l'apparition de ce sujet, pour vous qui travaillez depuis longtemps, et peut-être vous n'aviez pas eu la même visibilité dans les années précédentes, est-ce que ça va être quand même, est-ce que ça peut être transformé en un avantage? Est-ce qu'on va pouvoir faire avancer des choses qui avaient du mal à s'établir dans l'opinion et dans les politiques publiques? On dirait que non. Non, j'ai le sentiment que non. Bon, la question de la santé mentale, c'est problématique depuis toujours. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a du mal à nommer, qu'on a du mal à rendre public, pour lequel l'accès aux soins est difficile, qui sont des pathologies ou des troubles très difficiles à traiter, qui se chronicisent vite, pour lesquels les traitements sont quand même relativement peu efficaces malheureusement. Mais ce qui est consternant, c'est que la thématique de la santé mentale, elle émerge aujourd'hui, j'ai envie de dire, au pied du mur, parce que là, on peut juste plus l'éviter, on peut juste ne plus l'avoir. Mais ce qui est consternant, c'est que c'était éminemment anticipable. Et tous les spécialistes de la santé mentale l'ont évoqué dès le début de la pandémie et du confinement, parce qu'on savait que ça allait taper sur un certain nombre de facteurs de protection et sur un certain nombre de facteurs de risque, c'est-à-dire en minorant les facteurs de protection et en majorant tous les facteurs de risque. Donc on a fait l'effet ciseau. On a minoré tous les facteurs de protection, en coupant par exemple le lien social entre les gens avec les confinements, et on a majoré tous les facteurs de risque de santé mentale. Donc ça, on le savait dès le mois de mars, ou même de février, puisqu'on anticipait ça. Donc on aurait dû mettre en œuvre un certain nombre de solutions dès le début et arbitrer différemment entre les problématiques de santé mentale et les problématiques de santé somatique pour mieux tenir compte de ça. La santé mentale, c'est l'une des principales causes de morbimortalité dans les pays industrialisés. Juste la dépression.
Et la dépression, c'est le principal contributeur du suicide. Le suicide, c'est 10 à 12 000 morts par an en France. C'est 200 000 tentatives. Et à chaque fois que vous avez un mort ou une tentative, vous avez 5 à 10 personnes qui sont impactées autour. Donc l'impact médical, psychologique, même médico-économique, il est majeur. Mais quand même une question, je tente ma chance, mais le fait que vous puissiez nous dire ça, le fait que plus de gens s'en rendent compte, je crois que le fait même qu'on puisse en parler tout simplement, parce qu'on sait bien que c'est un sujet qui est difficile à aborder dans les familles, dans l'espace public, dans les médias, c'est assez compliqué. Le fait qu'on parle, est-ce que ça donne une chance d'agir et à des politiques peut-être de se réorienter, ou est-ce que ça reste bloqué quelque part là-haut, je ne sais où? J'aimerais le croire, mais sincèrement, on aurait préféré que la santé mentale soit mieux dotée, sans avoir à multiplier le nombre de personnes dépressives par 3, oui. Déjà. Et ensuite, les réponses politiques. Bon, on a eu le mois dernier une première réponse politique avec la campagne de santé publique menée par Santé publique France. Santé mentale, en parler, c'est déjà se soigner ou quelque chose comme ça, qui vise effectivement à libérer la parole sur ce sujet, c'est-à-dire à faire en sorte que les gens qui se sentent très mal, qui sont très dépressifs, très anxieux ou qui ont d'autres troubles, puissent considérer que c'est légitime et qu'ils ne doivent pas se taire parce qu'il y a d'autres personnes qui meurent en réanimation avec des tubes dans la gorge et que ce serait infiniment léger d'avoir une grave dépression par rapport aux gens qui meurent en réanimation. Ce n'est pas le cas. La dépression, ça tue, ça fait extrêmement mal, ça dégrade la vie sur des années. Donc oui, cette campagne, c'est une bonne chose, mais elle est pour le moment encore très très insuffisante. C'est-à-dire libérer la parole, c'est bien, mais il faut derrière qu'il y ait des moyens et il faut arrêter de détruire les facteurs de protection et d'augmenter les facteurs de risque. Surtout. Très bien, le message pour vous deux est assez clair, je crois. On va bien sûr y revenir. Alors, le but n'était pas seulement de faire le tour de table que nous venons de faire sur la situation réelle. Je crois qu'on a eu pas mal d'informations, de chiffres, etc. Mais je voudrais qu'on avance parce que, je le disais au début, le groupe, alors les mutuelles, les entités qui font ce groupe se présentent comme des entrepreneurs du mieux vivre. Et l'idée, c'est d'accompagner tout un chacun tout au long de sa vie. Et là, on est dans un épisode de vie collective qui est quand même particulièrement frappant. On a regardé un peu ce qui se faisait sur le terrain, c'est-à-dire comment les mutuelles, les entités s'étaient redéployées au moment de la crise. Et on va le regarder avec quelques exemples, très courts, et je vous proposerai de les commenter. C'est parti, on regarde ce qui se passe et quelle offre, au fond, comment vous avez construit une réponse ou le début d'une réponse à ces questions. Ce qui me réveille la nuit, c'est quand j'arrive le matin qu'il n'y a pas de mail, pas de devis à faire, rien, et de trouver une occupation pour les employés. Je me pose la question de savoir s'il ne faudra pas fermer un jour. Moi, j'ai racheté ce restaurant au 30 juin de l'année dernière. L'arrivée du Covid dans une naissance d'entreprise fait que ça ajoute une difficulté, je pense. Je remercie l'État. J'ai été payé à rester chez moi. Ça, c'était fabuleux parce qu'autrement, effectivement, j'aurais sans doute déjà mis la clé sous la porte. Pendant le Covid, on s'est retrouvés assez seuls. Je pense qu'en fait, tout le monde s'est un peu centré sur son petit monde. Quand t'es patron, t'encaisses et puis t'as pas le choix. Puis c'est comme ça, puis tant pis pour toi. J'aurais besoin d'aide, en fait. Oui, bonjour. C'est nous qui nous occupons de votre assurance à l'international. Et en fait, je vous appelais juste pour savoir un petit peu comment vous allez. Est-ce que déjà vous allez bien? Alors un appel de courtoisie, ça va être tout simplement un appel qu'on pourrait passer à notre famille, à nos amis, pour savoir comment ils vont, comment tu te sens, est-ce que tu as des soucis, est-ce que je peux t'aider. Ce qu'on a apporté aux étudiants, c'est un soutien, alors surtout psychologique. On a eu beaucoup de personnes qui se sont vraiment confiées sur les difficultés financières qu'ils ont pu rencontrer par rapport à ce Covid. On avait vraiment besoin de savoir comment ça allait, comment ça se passait et comment on pouvait l'aider sur ces sujets-là. Comment ça va? Ça va, franchement, ça va. J'étais chez mes grands-parents donc, ouais. Et on a eu du mauvais temps, mais on a pris du bon temps aussi. D'accord. Pas eu de questions qui vous ont gêné? On en a parlé en fait de la maladie, ouais. Mais plus dans un aspect d'information. Il y a eu quelques remarques, mais j'ai su prendre sur moi. Premier confinement, on a vu que ça avait détruit la santé mentale de beaucoup de personnes. Le regard a changé. La santé mentale, moi j'aimerais juste qu'elle soit reconnue, qu'on soit par exemple comme à l'école, vous savez, on a des intervenants qui viennent pour nous parler du cannabis, de la drogue, de l'alcool, bref, de toutes ces choses-là, qu'il faut pas plonger là-dedans, qu'il faut pas. Et les santé mentales, pourquoi on n'en parlerait pas ? Voilà.
Vous avez vu quelques extraits de reportages que vous pourrez découvrir. Je dis ça pour ceux qui nous regardent sur la TV, en plus en longueur, bien entendu. Certains sont déjà passés, d'autres sont à venir. Évidemment, c'est un choix un peu arbitraire parce que toutes les autres entités, la SMAC, la MNT, se sont lancées dans des contacts. Ce qui est particulièrement remarquable, je trouve, c'est, on m'a donné les chiffres Arcade Vive, MGFI, MMG, Massif, enfin, des dizaines de milliers de personnes ont été appelées. Appel de courtoisie, vous les avez appelés comme ça, mais enfin, contact établi à un moment où on ne pouvait pas se voir. Donc, ça sera intéressant dans un instant d'y revenir. Mais si vous êtes d'accord, je propose qu'on aille tout de suite retrouver la professeure Manuela De Luca. Est-ce que vous êtes en ligne, Madame De Luca? Oui, bonjour. Bonjour, voilà. Merci d'ailleurs, grâce à votre aide, d'avoir pu être accueillis à l'Institut Marcel Rivière à La Verrière. Enfin, c'est comme ça jusque-là on disait La Verrière et tout le monde comprenait dans le monde enseignant de quoi on parlait. Là, je sais que ça a un peu évolué dans la façon de travailler. Donc, on a vu cet entretien qu'on verra plus en longueur. Est-ce qu'il est représentatif? Et surtout, j'ai envie de vous demander, j'ai oublié de rappeler que vous étiez psychiatre dans cet Institut Marcel Rivière et que vous êtes en charge du pôle adolescent et jeune adulte pour la MGN. C'est bien ça. Donc, vous êtes donc bien placé pour nous dire, est-ce que vous avez senti dans votre activité une augmentation des demandes et de la situation, puisqu'on en parle beaucoup, des adultes, des jeunes adultes et des adolescents en termes de santé mentale à travers cette crise? On vous écoute. Oui. Plus qu'une augmentation, je pense qu'on pourrait dire une explosion, avec des demandes extrêmement nombreuses, à la fois pour des situations gravissimes, avec des tentatives de suicide, avec des pertes de poids très importantes, avec une impossibilité à pouvoir sortir de chez soi, et puis aussi des demandes d'aide et d'accompagnement en consultation, mais aussi pour des parents parfois démunis face à la dégradation des relations avec leur adolescent ou leur jeune adulte. Oui, ça a été vraiment une vague comme un tsunami, je pense qu'on a été submergés. Et submergé, ça veut dire que vous vous sentez inquiète et démunie, ou vous avez le sentiment que vous pouvez faire face et qu'il y a un chemin pour essayer de s'adapter et de répondre à cette attente? On est obligé d'être inquiet parce que le nombre de demandes est tellement important qu'on ne peut pas toutes les satisfaire, mais on ne peut pas se limiter à une inquiétude. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver des solutions, de proposer des alternatives pour que tous ceux qui ont besoin d'aide puissent bénéficier d'aide. Mais c'est vrai qu'il y a eu une première phase où il fallait essayer de pouvoir prendre ceux qui étaient le plus en difficulté et donc faire une espèce de hiérarchisation qui est quand même très inconfortable, avec toujours l'inquiétude de ce qui va se passer pour ceux pour lesquels on ne peut pas répondre immédiatement. Mais on a essayé vraiment d'aménager au plus les modalités de prise en charge pour pouvoir répondre le plus possible. Vous parlez d'explosion, donc votre expérience confirme ce qu'on dit partout. Ce n'est pas juste une impression que les jeunes sont un peu au premier rang. Ils sont souvent au premier rang de beaucoup de problématiques de la société. On les voit des fois du côté de l'inquiétude qu'on ressent devant eux. Là, c'est plutôt pour eux qu'il faut être inquiet, si j'ai bien compris. Et est-ce que c'est corrélé, est-ce que c'est relié, disons, clairement avec la situation pandémique, avec l'épidémie? Est-ce que c'est exprimé de cette façon? Évidemment, les chiffres le montrent, mais dans l'expression de ceux que vous recevez, comment vous l'entendez? Oui, tout à fait. Je pense que, comme le disait tout à l'heure Xavier Briffaut, on a été confronté à des jeunes qui n'avaient jamais eu de difficultés, de problèmes, d'angoisse, d'anxiété, de troubles de conduite alimentaire. Et ils racontent bien comment la situation du confinement, comment cette espèce de vécu où il n'y a plus du tout d'extérieur, où il y a très peu de liens, et donc du coup il y a une proximité très angoissante, avec une incertitude là aussi qui est très angoissante, qui les a fait complètement décompenser. Donc oui, ils racontent bien ces situations-là. Et qu'est-ce que vous pensez, parce que parmi ceux qui nous regardent en ce moment, il y a évidemment des parents, plus que des jeunes, je pense, mais beaucoup de parents, et évidemment, ils doivent, comme vous le dites, ça peut toucher n'importe qui, comme on dit un petit peu familièrement. Donc, comment on décèle ça, et à quel moment on se dit, il faut faire quelque chose, et à quel moment on se dit, non, c'est pas très grave, la vie va continuer, on va reprendre comme avant. Je ne sais pas s'il faut donner des conseils, je ne vais pas demander une consultation en direct, mais qu'est-ce qu'il faut faire quand on est parent, et comment on ressent ça, comment on le décèle, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors effectivement, l'idée n'est pas de donner des conseils, mais d'essayer d'avoir des pistes pour observer. Je pense que on parlait tout à l'heure de la question du sommeil, même si à l'adolescence parfois le sommeil c'est difficile, mais commencer à moins bien dormir, commencer à moins bien manger,
se replier. Ça, c'est des éléments qui sont préoccupants, hein. L'adolescence, comme le début de l'âge adulte, c'est une période où on vit beaucoup et on a beaucoup besoin des autres. Donc ça, c'est des signes préoccupants. Et puis on pourrait dire que les parents connaissent bien leurs enfants ou leurs adolescents et il faut essayer de repérer ce qui change, ce qui n'est pas comme avant. Parce qu'il y a des adolescents qui peuvent être timides, donc ils peuvent ne pas avoir besoin de beaucoup de liens sociaux. Mais c'est le changement, la rupture avec ce qui se passait avant, qui est vraiment un signe d'inquiétude et de préoccupation. Puis comme le disait tout à l'heure la Santé publique France, je pense que le fait de pouvoir parler, donc de s'autoriser à demander j'ai l'impression que tu vas pas bien, ou est-ce que tu aurais besoin d'en parler, c'est aussi une façon de dédramatiser et du coup de pouvoir accompagner au mieux les besoins de l'adolescent ou du jeune adulte. On aura tout à l'heure au téléphone Laura Panchetti pour la MGEL, donc une mutuelle d'étudiants. Mais le fait d'appeler un étudiant qui est tout seul dans sa chambre en CTU ou dans un petit studio, je ne sais où, est-ce que c'est déjà le début de quelque chose ou est-ce que ça sert vraiment? Est-ce que c'est vraiment utile? Oui, c'est très 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 utile parce qu'il y a des gens qui sont dans un isolement qu'on ne peut même pas se représenter et être persuadé qu'il y a quelqu'un qui est là, pour qui on compte, c'est vraiment un premier pas. Et puis ça ouvre aussi sur la possibilité de s'autoriser à demander de l'aide, à dire qu'on va pas bien. Donc oui, c'est très important, oui, c'est essentiel. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette remarque qui est soulignée par une de nos internautes, Aline, sur la remarque de cette jeune lycéenne tout à fait remarquable qu'on découvrira plus longuement dans le reportage et qui dit « Mais pourquoi il n'y a pas d'intervention dans les classes sur la santé mentale ? On parle de la sexualité, on parle des dangers de la drogue, enfin de tout ce qui nous fait voir la jeunesse d'une certaine façon et pas de cette question. » Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience hein, et il y a toute une réflexion autour de la formation au premier secours en santé mentale, comme on a pensé pour les massages cardiaques, pour la santé somatique. Je pense que la déstigmatisation et le fait que très jeune on apprenne ce que c'est que d'être triste, ce que c'est que d'être déprimé, pourquoi c'est important de pouvoir parler, de pas s'isoler. Je pense que c'est extrêmement important et cette formation-là, elle me paraît nécessaire, notamment au lycée, chez les plus jeunes aussi. Alors, juste une dernière question, parce qu'on est assez passionné par ça, mais l'heure tourne. Qu'est-ce que vous avez pensé du fait que, d'une part, le gouvernement a décidé d'offrir, entre guillemets, enfin en tout cas de proposer des consultations gratuites, 3 consultations gratuites, hein, si mes souvenirs sont bons, aux étudiants. Et puis d'autre part, alors de votre côté, du côté des mutuelles, il y a des décisions de remboursement, des initiatives de remboursement qui sont saluées par Fabrice, qui nous a envoyé un petit message. Est-ce que vous pensez que c'est à la hauteur de tout ça, de toute cette mobilisation, des attentes que vous avez exprimées tout à l'heure? Je pense que c'est un premier pas et on espère toujours qu'il y aura d'autres pas. Hein, et la question, c'est que les pas ne soient pas trop éloignés les uns des autres. Vous voyez bien que, étant donné la sévérité, la gravité de certains troubles, 3 consultations, c'est bien, mais c'est vrai que on peut pas espérer en 3 consultations pouvoir accompagner et aider suffisamment quelqu'un. Donc il y a toute une réflexion à faire aussi sur l'accès aux soins et la possibilité d'avoir des soins de qualité. Ouais. Très bien, je vous remercie pour votre intervention et on se retrouvera très certainement parce qu'on va revenir sur ces questions au fil de l'actualité de la TV. Donc merci beaucoup Mme Delica. Je vous ferai réagir dans un instant Stéphanie et Xavier sur ce qu'on a entendu, mais on va poursuivre avec Marc Bimier s'il est en ligne. Marc Bimier, je vais vous voir sans doute dans un instant. Ah, il est en train d'être connecté alors. Si vous m'entendez. Alors, je rappelle que vous êtes président de l'APESA, qui est une association. Alors là, on va changer, hein. on va se dire, mais on change de monde. On avait des étudiants, des enfants, des jeunes en situation de précarisation mentale, si je puis dire, enfin en tout cas victimes de ces questions de santé mentale. Et de l'autre côté, on a vu tout à l'heure des gens dont vous vous occupez, vous, c'est-à-dire des chefs d'entreprise, des artisans, des commerçants, dont on va se dire, ce sont des gens solides, ils ont des projets, ils sont épaulés, ils ont des organisations professionnelles, etc. Eux, au moins, ils doivent mieux résister quand même à des stress comme ceux qu'on vient de vivre. Or, je sais que vous vous occupez très particulièrement de cette question avec Harmonie Mutuelle. Hein, c'est un partenariat avec Harmonie Mutuelle. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Est-ce qu'on est mieux protégé quand on est un actif ou une active entreprenant? Voilà, bon, je pense que pour citer, bonjour à tous d'abord, pour citer Olivier Torres, je pense qu'on peut dire qu'entreprendre c'est bon pour la santé, c'est-à-dire que ça valorise, ça permet de développer la personnalité d'un individu. En revanche, ce que je pense, c'est que quand on est chef d'entreprise, on est beaucoup plus exposé, déjà en temps normal, et qu'évidemment en temps de crise,
on est encore plus exposé. Après, le paradoxe de cette crise, c'est que moi, alors, je suis effectivement président d'APESA, APESA qui signifie aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë, mais mon métier, c'est d'être greffier d'un tribunal de commerce. Et donc, tous les jours, mon quotidien, c'est de rencontrer des chefs d'entreprise qui ont des problèmes à la fois juridiques et économiques, mais aussi, pour certains, des problèmes psychologiques et des idées noires. Et c'est la raison pour laquelle, avec Jean-Luc Douillard, on a créé ce dispositif pour être capable, pour tous les professionnels des difficultés des entreprises, et bien d'être capable d'apporter à ces entrepreneurs, non pas aux entreprises, et bien un soutien psychologique si nécessaire. Donc, pour répondre à votre question, je pense que les chefs d'entreprise sont plus exposés, par exemple tout simplement parce qu'ils n'ont pas de durée légale du travail. Donc un entrepreneur travaille plus que les autres, donc il se fatigue plus que les autres. Et après, la question, c'est également, la question qui se pose, c'est qui doit faire preuve de solidarité à l'égard des entrepreneurs qui échouent. Est-ce que ce n'est pas aussi aux organisations patronales et professionnelles d'organiser un peu plus de solidarité? Il y a une phrase qui circule beaucoup en ce moment, tout le monde se dit à la fin des messages qu'on s'envoie très régulièrement, c'est « prenez soin de vous ». Comme si c'était naturel, on a l'impression que ça apporte quelque chose et que c'est une grande aide de dire aux gens « prenez soin de vous ». Moi, lorsque je reçois un message comme ça, je le traduis immédiatement. La manière dont je l'interprète, c'est débrouillez-vous. Parce qu'en fait, c'est pas si simple de prendre soin de soi, et notamment pour les chefs d'entreprise. Il y a un chef d'entreprise qui d'ailleurs, après avoir bénéficié d'un soutien psychologique, je rappelle que dans APESA, c'est pas 3 consultations, c'est 5, voilà, et que un chef d'entreprise m'a dit « vous m'avez autorisé à prendre soin de moi ». Donc on voit que certaines catégories de la population, mais c'est pas les seuls, comme par exemple les entrepreneurs, ils ont plutôt un sens du sacrifice. Certains ne se payent pas pour payer leurs salariés, et que prendre soin d'eux, c'est pas si naturel, et ça pose, qu'est-ce que ça pose comme question? Eh bien, ça pose la question de la pédagogie qu'on fait auprès d'eux pour justement être capable de décrypter un certain nombre de signaux révélateurs de la dégradation de leur état psychologique. Ensuite, c'est vrai excusez-moi, je vous coupe d'une seconde parce que pour pouvoir vous interroger sur un point particulier, on a vu que c'était difficile d'évoquer ces questions, qu'elles avaient eu du mal à trouver leur place dans l'opinion publique. Est-ce que c'est pas encore plus compliqué dans ce monde-là, le monde des entrepreneurs, d'oser évoquer les questions de la santé mentale? Est-ce que c'est pas encore plus tabou que dans le reste de la société? Je pense qu'il faut arrêter de penser que les choses sont compliquées. APESA est né en septembre 2013. Donc APESA, c'est, je dirais, le fruit de la crise de 2008, d'ailleurs dans laquelle on n'a pas beaucoup parlé de santé mentale, etc., alors qu'il y a dans tous les pays européens, à la suite de cette crise économique, eu une augmentation du nombre des suicides. Et au moins depuis la crise de 29, on sait que toutes les crises économiques produisent une dégradation de la santé mentale et une augmentation du nombre des suicides. Donc arrêtons de faire des études pour les confirmer, on sait ce que les chocs économiques produisent. Et en fait, donc APESA a été créé en septembre 2013, et au plus fort de la crise, le ministère de l'économie s'est tourné vers APESA en nous demandant, grâce au soutien d'ailleurs d'Harmonie Mutuelle, des chambres de commerce, des chambres des métiers, d'étendre un peu l'offre de services, si je puis dire, et de créer un numéro vert pour permettre aux chefs d'entreprise d'appeler. Autrement dit, ça n'a pas été très compliqué. Les chefs d'entreprise sont des êtres humains comme les autres, et à partir du moment où ils souffrent, ils n'ont aucune envie de mourir, ils ont simplement envie d'arrêter de souffrir, et si on leur apporte une aide, eh bien, ils l'acceptent bien volontiers. Après, ce qu'on peut dire, c'est que c'est comme dans d'autres domaines, pardon. En fait, on dit que les gens n'osent pas parler, mais en fait, c'est des fois qu'on n'a pas mis les moyens de les écouter, si je comprends bien. Exactement, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'en fait, il faut faire de la pédagogie. Si on regarde les livres d'économie, dans lesquels des livres de théorie économique où on parle de destruction créatrice, en disant que c'est formidable que finalement les technologies périmées sont remplacées par des technologies innovantes et que tout ça est merveilleux. Il n'y a pas un seul mot sur la souffrance que traverse l'entrepreneur qui voit son entreprise un peu obsolète disparaître, très bien. Dans les manuels de droit qui traitent des entreprises en difficulté, il n'y a pas un mot sur la psychologie. Il faut aussi quand même rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, quand même, pour l'univers de la psychologie, la souffrance au travail concernait malgré tout quand même souvent celle des salariés, non pas celle des entrepreneurs. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on a face à soi un entrepreneur qui a des idées noires, et récemment j'ai interrogé une femme chef d'entreprise en lui demandant si effectivement elle avait des idées noires, et elle m'a dit « j'ai envie d'emprunter une route sur laquelle il y a des platanes »,
et qu'on lui propose un soutien psychologique, ben, elle l'accepte tout simplement, très simplement. Donc ce n'est pas compliqué. Très bien, je vous remercie de votre témoignage. Il est forcément court, donc je m'en excuse, mais on y reviendra certainement. On a déjà consacré une émission et un reportage à votre travail avec Harmonie Mutuelle, mais je pense qu'on y reviendra parce que c'est un très bon sujet. Je vous remercie. On en recueille encore des témoignages sur le net. Alors on passe vraiment d'un sujet à l'autre. On a eu les enfants, enfin les jeunes adolescents, les jeunes adultes. On vient d'avoir les chefs d'entreprise. Agathe nous parle de ceux entre 6 et 12 ans. On a parlé des tout petits, on a parlé des plus grands, mais elle dit pareil, comme vous le disiez tout à l'heure, ceux qui grandissent masqués, qui voient leur classe se fermer, qui comprennent pas comment est-ce qu'on les accompagne. Donc on y reviendra, mais alors on va encore de nouveau faire un petit saut. On va aller voir Laura Pancetti qui doit être en ligne. Laura Pancetti, c'est qui est responsable de ce dossier à la MGEL. Bonjour. Bonjour. Laura Pancetti, vous m'entendez? Alors oui, on a beaucoup parlé des étudiants. On semble avoir découvert, à la faveur de cette crise, une situation qui peut-être existait déjà avant et qu'on n'avait pas forcément vue. C'est-à-dire l'isolement des étudiants. Le fait qu'ils sont... Voilà, on voit les bandes d'étudiants dans les cafés, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Il y a ceux qui sont tout seuls, ceux qui viennent de loin, qui ont changé de ville, qui ont changé de pays, qui sont des petites chambres. Est-ce que vous avez, senti une demande explosive, comme disait notre précédente interlocutrice? Est-ce que vous êtes à même d'y apporter des réponses? Oui, tout à fait. Donc, je salue tout d'abord effectivement le travail de nos téléconseillers, notamment en passant ces appels de courtoisie auprès des étudiants en France et ceux également restés à l'étranger pour vraiment connaître leur état de santé général et leur ressenti vis-à-vis de la situation. Maintenant, c'est vrai qu'on a vraiment essayé de solliciter au maximum nos locataires, donc ceux avec qui on avait vraiment une plus grande facilité d'approche, j'ose dire. Et effectivement, les besoins qui étaient recensés, c'était de rompre cet isolement. Donc nous, notre question, c'était comment faire. Donc dans un premier temps, on ne pouvait pas réaliser d'action d'animation en tout cas en présentiel. Donc on s'est réinventé là-dessus en proposant des animations en distanciel pour essayer de créer un lien social entre les étudiants. Donc on se rejoignait le soir sur un instant qui était consacré et on faisait différents ateliers, que ce soit des ateliers cuisine, ateliers de confection de produits d'entretien zéro déchet. En tout cas, voilà, on essayait de les faire participer et contribuer à quelque chose. Et à la suite de ça, c'est vrai que le sentiment, en tout cas les retours qu'on en avait, étaient très positifs. Ils appréciaient de voir qu'on se souciait d'eux, qu'on s'intéressait à eux, qu'on était à leur écoute surtout. Voilà, s'ils avaient d'autres besoins. Donc, je parle notamment du travail qu'a fait les animateurs de nos résidences. Voilà, ils avaient besoin, ils le disaient clairement, de bouteilles d'eau, de bouteilles de lait, qu'on puisse leur réaliser des impressions pour la fac. On l'a fait. Il n'y avait aucun problème là-dessus. Tout ce qui était aussi du ressort. Non, je voulais savoir, est-ce que, à la faveur de ces entretiens, de ces actions que vous avez proposées, comment ça se passe quand vous ressentez dans un entretien, et est-ce que vos conseillers sont formés à ça? Si vous ressentez les idées noires, dont parlait très bien notre précédent interlocuteur, est-ce que vous êtes capable de rediriger les gens? Est-ce que vous proposez des solutions? Est-ce que vous les réorientez? Est-ce que ça est arrivé déjà, tout simplement? Exactement. Donc, on a un baromètre qui a été créé bien avant cette crise sanitaire. Donc, chaque personne qui prenait contact avec notre service de relations clients ou dans nos agences recevait un questionnaire avec 4 questions sur leur état de santé. Donc, leur état de santé général, leur niveau de stress, leur niveau d'optimisme face à l'avenir et leur taux de renoncement aux soins. Si une personne répondait soit sur une note ou sur la moyenne générale, une note inférieure ou égale à 5 sur 10, on recontacte l'étudiant en question et donc ce sont nos volontaires en service civique qui sont chargés de faire cette mission et ils les réorientent, s'ils le souhaitent, vers des professionnels de santé ou sociaux adaptés. Très bien, je vous remercie. On va s'arrêter là et on reviendra sur votre travail dans un reportage qui est déjà fait et qui va bientôt être diffusé sur la TV. Je voudrais un commentaire de chacun de mes invités avant de donner la parole, qu'elle se prépare à Nawal Lagzaoui, qui est chargée de relations clients à Albi pour Harmonie Mutuelle, parce qu'on voudrait voir de l'autre côté comment ça se passe. C'est-à-dire ceux qui reçoivent tous les jours en ce moment des clients, des adhérents, des sociétaires qui ont des difficultés, comment ça se passe même dans les relations communes. Donc elle se prépare et je vous interroge un peu une réaction à tout ce qu'on vient d'entendre. Ce qu'on constate en fait dans les interventions, c'est que il n'y a pas
une catégorie de personnes. C'est-à-dire que si on prend les choses en faisant soit les entrepreneurs, soit les étudiants, soit les jeunes, soit les fonctionnaires, c'est-à-dire que c'est toute la société qui est touchée. Et quelque part, chaque entité adapte des solutions par rapport au public qu'elle connaît. Et c'est tout l'enjeu du groupe Vive aujourd'hui. Et cette richesse des acteurs autour de la table, c'est que on doit pouvoir répondre à tous en adaptant en fonction des besoins. Donc ce qu'on note là, c'est l'accompagnement, c'est la prévention. Le professeur De Luca parlait des formations premiers secours en santé mentale. Je pense que c'est un vrai enjeu. Il y a la prise en charge économique. On parlait des consultations. Bah oui, les complémentaires santé, nos complémentaires santé ont mis en œuvre ce sujet-là avec l'histoire des quatre consultations. Mais on faisait des choses avant déjà. Dire que, alors qu'on est complémentaire à la Sécu, et ça, ce n'est pas pris en charge par la Sécurité sociale, les mutuelles faisaient déjà des prises en charge pour leurs adhérents. Donc, toute l'importance aujourd'hui, ça va être ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le collectif, comment on trouve des solutions pour les personnes pour qui on milite et on travaille, et comment on crée ce pair à pair, parce que ce qu'on voit avec la MGEL, c'est du pair à pair qui a fonctionné. Ce qu'on voit avec l'association partenaire d'harmonie mutuelle, c'est le pair à pair qui a fonctionné. Donc c'est comment on va travailler sur ce pair à pair avec des outils et des réflexions communes. Xavier Griffo, tout à l'heure vous étiez un peu pessimiste, il faut bien le dire, sur la capacité qu'avaient les politiques publiques à se mettre à la hauteur des défis. Et en même temps, on voit que, alors là c'est des sociétés, c'est les mutuelles, mais on a l'impression que non seulement les mutuelles, mais les individus eux-mêmes, eux, ils ont bougé, parce que tous les sondages, on sert beaucoup des sondages pour nous affoler dans beaucoup de domaines, mais il y a des sondages dont on parle beaucoup moins, mais l'engagement, la solidarité, des actions personnelles, alors là, elles sont encadrées et elles sont mises en avant par les mutuelles, mais on a l'impression que toute la société a bougé. Alors, est-ce que ça contrebalance l'inertie dont vous parliez? Est-ce que ça vous semble encourageant? Oui, ça me semble encourageant. Et à ce sujet, je voudrais développer un peu la question de l'appel de courtoisie. Ah oui. Parce que l'appel de courtoisie, déjà, le terme est très bien choisi. Parce qu'il n'est pas du tout angoissant, il n'est pas du tout dans le registre de la pathologie, c'est un appel sympa, on va dire. Alors ça pourrait paraître extrêmement léger, voire même carrément ridicule. En fait, on a des preuves expérimentales extrêmement solides que c'est efficace. Par exemple, dans le dispositif Vigilance de prévention de la rechute suicidaire qui a été développé à Lille par le professeur Guillaume Veva il y a déjà longtemps, on sait que le simple fait d'envoyer à des gens qui ont déjà fait une tentative de suicide, qui sont allés à l'hôpital, quand ils repartent chez eux, de leur envoyer un peu plus tard une simple carte postale, ça diminue le nombre de rechutes suicidaires. Donc le recontact proactif et le fait de maintenir les gens en lien, c'est efficace pour la rechute suicidaire et pour les questions de santé mentale. Et je parle bien de contact proactif. On n'a pas en France la culture du contact proactif. On attend la demande en psychiatrie beaucoup. Or, c'est un problème parce que les gens qui ont des troubles psychiatriques, en particulier dépressifs, ne demandent pas. Parce qu'ils ont une idée que de toute façon c'est foutu, pour le dire vite, que l'avenir est fini, qu'ils sont finis, ils sont honteux, etc. La dépression c'est ontogène en elle-même, c'est une espèce de cercle vicieux qui font qu'ils ne vont pas demander. Donc aller vers eux, c'est fondamental. Et rien que ça, c'est efficace. Alors ensuite, il faut que ça débouche, quand c'est nécessaire, sur un travail plus approfondi, par exemple psychothérapique. Ce qui est très important à rappeler, c'est que la psychothérapie, non seulement c'est efficace, et c'est très lourdement scientifiquement démontré, c'est l'un des traitements les plus scientifiquement documentés, la psychothérapie, c'est très efficace, mais c'est coût efficace, c'est-à-dire que ça rapporte plus que ça ne coûte. Et on avait montré il y a quelques années, avec Viviane Covès, Anne Deséter et Christian Ben-Lagbert, sur la base de données MGEN en particulier d'ailleurs, que la psychothérapie rapportait 2 € pour 1 € investi, hypothèse très conservatrice, c'est-à-dire qu'en vérité ça rapporte plus que ça. Donc, financer les psychothérapies, c'est non seulement rationnel du point de vue de l'efficacité, mais c'est rationnel d'un point de vue économique et sociétal. Alors, peut-être ça va conforter, je sais que ça s'est passé un peu partout, mais on m'a rapporté ce cas-là, donc je vais vous le dire. C'est la MNT qui expliquait qu'elle avait redéployé ses équipes de commerciaux. Elle a dit, c'est pas le moment de lancer des offres, en leur demandant, vous allez changer un peu de métier ou de posture, vous allez appeler les gens, ces appels de courtoisie. Alors finalement, non seulement c'est moralement très sympathique, mais en plus, je dirais, c'est pas contradictoire avec l'idée qu'on est dans un système économique où il faut envisager les coûts de santé. Parce que le débat sur prévention, coût, qui est toujours un peu biaisé, on a toujours l'impression que c'est un discours en l'air, mais vous nous dites, non, c'est efficace économiquement de traiter cette question, quoi. Ah oui, carrément. Alors là, sur ce cas spécifique du recontact, c'est expérimentalement démontré, mais il y a tant d'autres domaines en santé mentale où il est démontré que la prévention est efficace et coût-efficace. C'est assez difficile à démontrer parce qu'évidemment, la prévention, c'est à long terme.
mais on voit là l'impact très clair d'un déficit de prévention. Tant sur la gestion de l'épidémie elle-même et la protection individuelle des gens par rapport au virus que sur les ajustements santé mentale. Alors, c'est passionnant. Vous avez dû remarquer que je presse un peu tout le monde parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission et je ne voudrais pas terminer sans vous montrer les deux choses qui arrivent. Alors, Nawel Lagzaoui, vous êtes en ligne avec nous ? Oui, bonjour. Bonjour, donc vous êtes chargé de relations clients Harmonie Mutuelle à Albi, voilà, un endroit très, très sympathique et dans lequel il doit être assez agréable à vivre quand il n'y a pas la pandémie, les gestes barrières, etc. Alors, comme chargé de relations clientèle, vous recevez des gens peut-être au téléphone, peut-être en physique, je ne sais pas, vous allez nous le dire, mais qu'est-ce que vous ressentez, vous, sur le terrain de la situation qu'on vient d'évoquer depuis le début de l'émission ? Alors, moi, je suis principalement donc, au téléphone. Aujourd'hui, et depuis la pandémie, beaucoup d'appels d'inquiétude, beaucoup d'appels de personnes notamment qui sont souvent isolées, malheureusement, et qui nous contactent en prétextant ne pas avoir reçu sa carte ou demander un remboursement. Et en fait, on sent ces personnes, ils ont juste besoin d'avoir quelqu'un au téléphone avec qui parler. Voilà, aujourd'hui, on a aussi beaucoup d'appels justement concernant ces consultations chez les psychologues, donc que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Depuis le mois de janvier, il y a une forte demande. Alors comment vous décelez, comment vous faites? Parce que votre métier normalement, c'est justement de répondre à des questions, je dirais, assez précises. La carte, le remboursement qui n'arrive pas, on appelle tous pour dire alors qu'est-ce qui se passe, etc. Vous décelez que c'est pas pour ça, mais comment vous êtes armé pour vous en occuper? Parce que c'est pas votre métier, a priori, vous n'êtes pas aidante au téléphone. Comment vous faites concrètement, vous? Avant tout, je suis humaine. Donc je les écoute, on discute, on échange 20-30 minutes s'il le faut, puisque on a cette consigne. C'est avant tout, voilà, tous les collaborateurs, nous sommes des êtres humains, on ne peut pas rester insensible à quelqu'un qui est isolé ou en détresse, mais ensuite on les oriente effectivement vers les services qu'il faut. 20-30 minutes, vous dites, je m'excuse d'être trivial, moi quand j'ai un conseiller dans d'autres domaines au téléphone, je sens bien qu'il n'a pas 20-30 minutes devant lui, à la façon dont il me parle. Donc ça veut dire que votre hiérarchie, pour dire les choses simplement, votre management, votre mutuelle, elle vous laisse passer 30 minutes au téléphone avec quelqu'un? Alors, c'est pas tous les appels qui demandent 20 à 30 minutes, mais effectivement, notre hiérarchie, en tout cas... chez nous, dans le sud-ouest, chez Harmonie Mutuelle, personne ne nous disait le contraire. Il fallait vraiment, si l'adhérent en avait besoin, on avait effectivement le droit de passer ces 20 ou 30 minutes avec un adhérent. Et comment vous allez, vous, après avoir passé, je sais pas, 3, 4 appels comme ça, après avoir entendu 3, 4 appels comme ça, comment vous vous sentez, vous? Alors, on peut pas rester insensible. Avant tout, on est professionnel, donc on se doit de les rassurer puisqu'ils vont mal. Et puis après l'appel, on a le droit quand même, si vraiment ça va pas, de prendre ces quelques minutes pour nous. Et pour ma part, ça m'a permis aussi, depuis donc mars dernier, après avoir eu des appels plus ou moins compliqués, de relativiser et de me dire que moi j'allais bien, ma famille allait bien et qu'il y avait malheureusement pire ailleurs. Très bien, je vous remercie beaucoup Nawel d'avoir pris un petit peu de temps pour nous, c'était un témoignage extrêmement intéressant et puis bon courage pour la suite et continuez à prendre le temps de parler avec les gens, je suis sûr que ça leur fait beaucoup de bien de vous entendre, comme ça nous a fait du bien à nous. Merci, au revoir. Et alors, on va prolonger un petit peu ça, même si on est en retard, on va avoir 5 minutes de plus, pas beaucoup plus. On s'est aperçu en discutant avec les responsables de ressources humaines du groupe que, en fait, il y avait beaucoup de mise en place de systèmes d'aide et d'appui aux salariés. Je rappelle, 45 000 collaborateurs, c'est absolument énorme dans le monde d'aujourd'hui où on parle beaucoup des PME, tout ça, mais enfin, vous êtes quand même des entreprises très importantes. Peut-être vous nous direz un mot après ce qu'on va voir, Stéphanie Roger, des élus aussi, parce que vous avez 10 000 élus militants qui doivent être touchés d'une façon ou d'une autre aussi par ces situations de santé mentale. J'aimerais bien qu'on vous entende. Mais tout de suite, on va regarder un petit extrait d'une conversation qu'on a eue avec des responsables ressources humaines du groupe qui discutent de comment ils sont mis en place pour essayer de traiter les problèmes chez vous de vos collaborateurs. Allons-y, c'est parti. Nous, comment ça va? On s'adapte.
On a reproduit parfois les choses. Après des confinements, il y a eu des déconfinements, puis de reconfinements, donc on ajuste en fait à chaque fois. Oui, je pense qu'on a fait preuve beaucoup d'agilité pendant toute cette période. Et voilà, on se professionnalise dans le domaine de l'urgence. À l'annonce du confinement qui s'est fait de manière assez rapide, effectivement, on était un peu dans un état un peu de sidération, je pense, au niveau de l'ensemble des organisations. Donc, il a fallu très rapidement, de façon très agile, organiser déjà la continuité des activités. Dès le début de cette crise, on a ressenti le besoin qu'auraient les salariés d'être vraiment accompagnés. Et c'était tout à fait normal. On a vu que ça durait et que les gens manquaient de liens sociaux, que les gens étaient atteints au niveau psychique et physique. Là, on a commencé à travailler sur la prévention des risques psychosociaux, sur la lutte contre la sédentarité. Si on n'a pas un effet miroir entre notre communication et ce qu'on met en œuvre en interne, je pense que les collaborateurs s'y retrouveraient pas. Donc, c'était impensable de ne rien faire sur une telle période pour nous. On a, en avril de l'année dernière, mis en œuvre des écoutes managériales pour appeler les managers, voir comment ils parvenaient à gérer cette situation pour eux et pour leurs équipes. Tout ça, ça a donné lieu à de la conception et à de la mise à disposition d'outils, notamment via notre plateforme de digital learning, sur la régulation de la charge, sur le management à distance et le maintien du lien aussi individuel avec chaque collaborateur. Nous avons régulièrement rappelé des dispositifs déjà existants d'accompagnement psychologique. Je pense à nos établissements de santé où il y a eu des décès de patients, voire des salariés confrontés à des situations de Covid de façon grave. Donc là, le besoin a été ressenti de se faire accompagner par des psychologues au travers de groupes de parole. Là, actuellement, on travaille sur la mise en place d'un réseau d'écoute de premier niveau pour détecter au plus vite les situations de mal-être et orienter au mieux ces personnes. C'est le réseau des collègues de l'écoute. On a déjà en place les sauveteurs secouristes du travail pour les accidents physiques. Et en parallèle, on a souhaité créer la même chose, mais un petit peu pour détecter les situations un petit peu compliquées, des gens qui ne vont pas très bien, des situations de mal-être. En ce qui me concerne, j'ai plus insisté sur des actions RH, puisqu'on est toutes les trois RH là ce matin. Il se trouve que tout le monde s'est adapté en fait. Par exemple, ce qu'on a appelé des random coffee, en fait, chacun pouvait s'inscrire à un café, puis il y avait une sorte de tirage au sort où on se retrouvait à prendre un café virtuel avec quelques collègues qu'on n'avait pas vus depuis longtemps parfois. Le groupe Vive, je pense qu'on peut aussi parler pour le groupe, travaille actuellement sur des sujets autour du bien-être au travail. Clairement, la crise que nous avons traversée, que nous traversons encore, nous permet de tirer plein d'enseignements sur des sujets de santé, de sécurité des personnes, d'accompagnement de situations de souffrance individuelle, des sujets des modes de travail, télétravail, etc. Voilà. Clairement, la crise nous fait sortir différents d'il y a 1 an et demi. Voilà, je vais vous demander, Xavier Briffaut, de commenter un peu à la fois ça et tout ce qu'on vient de se dire. Moi, il y a 2 choses qui m'ont frappé, outre le fait que dès qu'on parle de ressources humaines et de ces questions, ce ne sont que des femmes qui interviennent. On voit qu'il y a encore beaucoup de choses à se dire sur la façon dont chacun partage ce genre de questions. La deuxième chose, c'est la parole. Dans tout ce qui s'est dit depuis le début, Nawal juste avant, ces 3 responsables de ressources humaines, les groupes d'écoute, les groupes de parole, la parole est devenue le centre de tout. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui est comme ça, un aspect des choses trop mis en valeur ou beaucoup mis en valeur, ou est-ce que c'est vraiment central dans la façon dont on doit traiter cette question de la santé mentale? Sur la question de la représentation féminine, ça je voudrais en dire un mot parce que ça me paraît extrêmement important. Là, on voit effectivement beaucoup de femmes. Dans la gestion de la crise Covid, on n'a vu que des hommes, ou essentiellement des hommes. Et des hommes avec des positions d'hommes à l'ancienne, autocratiques, descendantes, cassantes, hiérarchiques, etc. Ça a été un vrai problème. Moi, je ne vais pas dire la surreprésentation, mais la surreprésentation de ce type de masculinisme dans l'explication à la population des actions à entreprendre pour lutter contre le virus, ça a été un vrai problème, je pense. Oui, puisque c'est la guerre. Puisque c'est la guerre, voilà. Puisque c'est la guerre, on envoie des guerriers et voilà. Donc, il faudrait faire différemment. Sur la question des valeurs qui sont portées, des valeurs humaines,
c'est un point essentiel. Il y a une notion qui se dégage, c'est la notion de sollicitude. Le souci de l'autre, dirait-on en termes un peu plus techniques, c'est-à-dire le fait de s'intéresser à autrui de façon spontanée, amicale, de façon courtoise, comme on l'a dit tout à l'heure, on les appelle de courtoisie. Donc ça, ce sont des valeurs qui sont spécifiquement portées par les mutuelles. Mais je voudrais redire que non seulement c'est humain et c'est bien, mais c'est rationnel. C'est rationnel économiquement, et y compris pour les mutuelles. Parce que les mutuelles prennent en charge une partie des arrêts de maladie de longue durée, qui sont extrêmement coûteux. Ça leur coûte un pognon de dingue, pour reprendre ce terme. Et la santé mentale, c'est l'un des principaux contributeurs de ça. Donc c'est y compris économiquement rationnel de prendre soin de ses collaborateurs, de ses adhérents, de ses salariés, parce que aussi quelqu'un qui va mal et quelqu'un qui va se mettre en arrêt maladie, c'est une perte directe pour l'entreprise. Évidemment. Bon, je vous remercie d'avoir participé à l'émission. Juste un mot avant de donner la conclusion à Stéphanie Roger. Est-ce que les études que vous publiez, est-ce qu'elles sont disponibles? Est-ce qu'on peut se les procurer de manière à ce qu'on donne des liens pour nos téléspectateurs, pour les renvoyer? Ça les aidera, je pense, dans leur travail. Alors, s'agissant de celles que je suis, il suffit de taper mon nom sur Google ou sur Google Scholar ou sur ResearchGate, qui est une sorte de LinkedIn de site de réseau social de chercheurs où je mets mes articles. Donc tout ceci est accessible en ligne. Oui, très bien, on les mettra alors en lien parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de ceux qui nous regardent. Alors, Stéphanie Roger, il faut à la fois conclure l'émission, conclure cette période, voir tout ce que vous avez entrepris à l'interne. Et puis, je disais un petit mot parce qu'on dit 45 000 collaborateurs, il y a 10 000 personnes comme vous qui sont des élus, c'est-à-dire dont ce n'est pas le métier au départ, mais qui s'occupent de la mutuelle. Est-ce qu'on s'occupe d'elles et d'eux aussi ? À partir du moment où on s'occupe de tous les acteurs, on s'occupe de tous les acteurs. C'est-à-dire que les mutuelles, au départ, c'était des sociétés de secours mutuels où les pairs s'organisaient pour apporter un appui à leurs collègues, quels que soient les collègues. Donc oui, on prend soin. Je pense que notre principal enjeu, c'est d'arriver sur une période où on n'arrive pas à se projeter, C'est-à-dire que on voyait les responsables de ressources humaines. Je pense qu'on a un vrai sujet et ce qu'ont fait toutes les équipes des différentes entités, c'est au moment où on est toujours dans une gestion de crise sanitaire, on ne peut pas être dans une gestion de crise pendant 18 mois. Donc c'est à un moment de se dire, voilà, on gère une crise en même temps qu'on gère un quotidien et comment on arrive à se projeter. Donc on arrive à se projeter avec des choses très concrètes. Les appels de courtoisie, les ce qu'on a appelé parfois proximité mutualiste. On a vu des salariés, on a vu des élus appelés dans toutes les entités. Toutes les entités ont fait ce travail-là. On a le soin qui a pu apporter un éclairage à la partie assurance. On a le logement qui apporte... Voilà, c'est... Quelque part, toutes les entités se sont rendues compte que... on fait groupe et on a chacun une petite facette de l'action. Mais par contre, on a un trait d'union commun, c'est l'humain. Et on est essentiellement humain. Et c'est là-dessus où, en fait, on doit poursuivre parce que le chemin ne fait que commencer. On disait tout à l'heure en introduction, ce qu'on vit là, c'est le début. C'est le début d'une histoire et on ne mesure pas encore les impacts. Le professeur de Lucas le disait tout à l'heure. Sur la santé mentale, on est sur du temps long. Donc aujourd'hui, on a les prémices. C'est du coup comment, en tant qu'acteur, dirigeant de mutuelles, mais là, quand je dis dirigeant, c'est nous tous, on va pouvoir anticiper les besoins, les prises en charge des élus, des collaborateurs, des patients, des adhérents. Ça, c'est un enjeu des prochains mois et c'est tout l'objet en fait de cette émission. Et je pense qu'il faudra y revenir parce que c'est de l'adaptation. Quand un protocole sanitaire sort un dimanche soir pour une application un lundi matin, les services RH ne peuvent pas répondre en une nuit, quoi. Donc, et on n'a fait que s'adapter. Et aujourd'hui, que s'adapter, c'est difficile du coup, c'est que de l'urgence et on a besoin de construire sur du temps long. Donc ça va être notre enjeu au sein du groupe Vive, c'est de construire des réponses sur du temps long, tout en ayant conscience de l'urgence pour pouvoir accompagner au mieux. Et je vais faire deux petits éléments pour conclure. Le premier enjeu, ça va être le retour sur site des collaborateurs en télétravail, mais également des militants qui n'ont pas pu forcément se réunir en présentiel. Et le retour sur site, on sait que ce n'est pas évident. Et ça va être quelque chose de très important parce qu'il faut faire cette première étape de revenir. Pourquoi c'est pas évident? Parce que tout le monde rêve de retrouver ses collègues. Oui, mais aujourd'hui,
sortir de chez soi n'est pas si simple. Hein. Il y a des gens qui sont fait 1 an qui sont en télétravail, ils ont été recrutés en télétravail, ils n'ont pas vu le site. Revenir sur site, ça veut dire que reprendre les transports en commun, revivre avec la peur du quotidien. Excusez-moi, vous décrivez une situation, on a l'impression d'entendre parler des sorties de prison de longue peine. C'est ce qu'on entend souvent, oui, retrouver la vie normale, c'est difficile. Retrouver du lien social, dire qu'aujourd'hui, dans la réflexion, je pense que dans beaucoup de réflexions RH, et ça va être aussi un enjeu, c'est que on imagine le travail, le télétravail, donc on se dit oui, la distance, c'est pratique, mais est-ce que le tout télétravail est bon ou pas? Là, on était sur un télétravail subi. Comment on se projette demain sur des nouveaux modes de travail, sur 18 mois qui ne sont pas comme les autres? Donc peut-être que les propositions qu'on va faire vont avoir besoin peut-être d'un temps de maturation et pas forcément dire on passe au tout télétravail. Donc oui, le retour sur site n'est pas évident et on l'a vu notamment dans nos établissements de santé parce qu'on avait des personnes qui étaient sur site, des personnes en télétravail et du coup il y avait un peu un risque d'opposition entre ceux qui ont vécu la vraie crise par le soin, avec la gestion du Covid, et ceux qui étaient en télétravail, qui étaient un peu privilégiés. Et donc, il faut recréer ce lien-là au sein des structures, et je pense qu'on a un vrai sujet. Et le dernier point, ça va être de gérer les injonctions paradoxales, où on met un focus important sur la santé mentale, et c'est important, mais avec parfois des décisions gouvernementales où on va stigmatiser les personnes, notamment en soins sans consentement. Et là, c'est peut-être un petit mon petit coup de gueule de fin de... Vous m'aviez prévenu, oui, j'aurai un coup de gueule, allez-y pour votre coup de gueule. Non, mais parce qu'en fait, depuis le 6 mai 2019, il y a un décret qui stigmatise les personnes en soins sans consentement, dont le nom, dont les identités sont fichées pour des risques de terrorisme et de radicalisation. Et le ministre de l'Intérieur veut renforcer ce décret en donnant accès aux renseignements généraux, aux identités des personnes qui sont prises en charge en soins sans consentement. Donc la santé mentale, il faut quand même continuer à lutter contre ça. Et ce que disait la lycéenne, c'est-à-dire que comment on parle de la santé mentale positivement et en termes de prévention, parce que quand on n'est que dans le risque, c'est compliqué. Et on a derrière une injonction qui dit, voilà, la santé mentale, c'est le danger. Et je pense qu'il faut qu'on soit très attentif. Et politiquement, nous avons des choses à porter, mais avec nos métiers et tous nos métiers, toutes nos entités. Bien, je vous remercie tous les deux, je remercie ceux qui nous ont suivis. L'émission sera en replay sur le site Vive Info, vous pouvez retrouver la TV, vous pouvez la faire circuler, vous pouvez la montrer à des collègues, vous pouvez la partager ensemble. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'informations, merci, tout le monde a fait un énorme effort, je vous en remercie pour être très concis alors que c'est un sujet sur lequel on peut s'y engager, nous reviendrons. Il faut que la TV, la chaîne la Web TV de Vive fasse aussi le même effort de ne pas en parler que quand c'est aigu comme maintenant, mais qu'on suive un petit peu en longueur tout ça. Donc avec votre aide, les uns et les autres, on y reviendra, c'est promis, c'est un engagement. Et je vous dis au revoir et revenez à une activité très importante qui est la vôtre. Merci, au revoir. Merci. Merci.